Sur le débat, quelles que soient les convictions des uns et des autres dans cet hémicycle, je pense qu'on a tout à gagner, à éviter les arguments visant à intimider, à silencier, à faire taire. Et ce n'est pas comme ça, en tout cas, qu'on pourra aborder cette question compliquée du conflit israélo-palestinien là-bas. Sur le fond du sujet, évidemment, c'est une délibération qui, j'espère, fera l'unanimité ici, puisqu'il s'agit d'une aide humanitaire, une subvention de 50 000 € à l'association Aminte Solidarité Médecine, mais ce n'est pas qu'une question humanitaire, comme l'a très bien dit Yann Brossa. Évidemment, ce qui se passe là-bas, 44 000 victimes au moins, 100 000 blessés, quasiment toute la population qui est de fait déplacée, plus de 60% des immeubles qui sont rasés ou endommagés. Ce n'est pas qu'une question humanitaire, c'est une question politique, et la ville de Paris ne peut pas se contenter de voter des aides humanitaires, aussi importantes soient-elles. De quoi s'agit-il ici quand même? Je tiens à le dire, il y a une délibération, alors il y a effectivement un amendement de l'exécutif, il y a une question qui m'a quand même fait un peu sursauter, c'est l'utilisation initiale du terme contre-offensive. Je pense qu'il faut être clair dans les termes utilisés et éviter de donner quitus, même on va dire de manière indirecte au gouvernement israélien, en utilisant des termes qui pourraient cautionner ce qui se passe aujourd'hui dans la bande de Gaza. Alors j'ai bien remarqué que l'exécutif a amendé sa propre délibération, donc je ne vais pas chipoter sur le terme utilisé, mais disons, je vous encourage en tout cas à être attentif à la façon dont on raconte ce qui se passe là-bas. Pourquoi? Parce que l'une des questions centrales qui a été posée dès le début, c'est la question de la légitime défense ou pas qu'aurait l'État d'Israël à faire ce qu'il fait aujourd'hui. Et malheureusement, et je tiens à le dire, on ne peut pas rentrer dans une logique qui reviendrait à cautionner un discours qui consisterait à dire, écoutez, on a été attaqué, on a le droit de se défendre, il y a une organisation terroriste en face de nous, il faut l'éradiquer, et si pour ça, parce que c'est ça qu'il y a derrière, il faut raser la bande de Gaza et tuer les civils qui sont qui sont pour certains au moins victimes, qui sont en tout cas complices, eh bien écoutez, il faudra le faire. Donc je pense qu'il faut sortir de ce discours-là parce que ça fait partie des enjeux politiques pour pouvoir critiquer ce qui se passe aujourd'hui et avoir un discours clair qui ne donne pas quitus à l'État d'Israël pour ce qu'il fait aujourd'hui. Parce que l'un des problèmes, évidemment, c'est qu'il y a des massacres, c'est qu'il y a, et je suis désolé de réutiliser ce terme, mais je n'ai pas d'autre terme pour définir ce qui se passe là-bas, un génocide, et que face à ça, il y a une communauté internationale qui est aux abonnés absente. Et par rapport à ça, dire les mots, dire ce qui se passe précisément, ça permet aussi, ça ne règle pas évidemment, mais ça permet d'aborder les solutions de manière beaucoup plus concrète et objective. Voilà, donc je m'arrête là et je suis en tout cas, j'espère de tout cœur que cette délibération sera votée à l'unanimité. Mais une dernière chose néanmoins, ça n'a pas commencé le 7 octobre, c'est un conflit qui dure depuis longtemps, un conflit colonial, un conflit asymétrique, et il y a donc des questions politiques à régler sur le droit à l'autodétermination des Palestiniens, sur évidemment l'arrêt du conflit immédiat, sur la question des armes, sur la question de la complicité des pays occidentaux par rapport à ce que fait Israël là-bas. Et ce n'est pas simplement par des discours et par des votes, aussi importants soient-ils, des votes sur des délibérations humanitaires qu'on pourra régler ce qui se passe là-bas. J'espère en tout cas qu'ici, tout le monde en est convaincu. Merci. Mais l'actuelle riposte militaire du gouvernement de Netanyahou a des effets dévastateurs à Gaza. Aujourd'hui, les chiffres font frémir. On compte 44 000 victimes à Gaza, dont 60% étaient des enfants, des femmes ou des personnes âgées, tuées lors de bombardements ciblés ou aveugles, 100 000 blessés, dont beaucoup n'ont pas encore accès à des soins adéquats, 10 000 personnes disparues, souvent ensevelies sous les décombres. À ce jour,
90% des habitants et des habitantes de Gaza ont été contraints à l'exil, soit plus de 2 millions de personnes forcées de vivre dans des camps de fortune, sans accès à l'eau potable, à la nourriture ou à des abris dignes. Les infrastructures essentielles, elles aussi, sont détruites. L'accès à l'eau potable est inexistant pour 80% de la population de Gaza. Ces conditions ne sont pas seulement inhumaines, elles sont létales. Par manque de nourriture, la famine atteint désormais un niveau d'urgence pour plus de 2 millions de Gazaouis. Les enfants paient un lourd tribut. En janvier 2024, plus de 15% des enfants de moins de 2 ans souffraient de malnutrition sévère. Les maladies infectieuses, forcément, explosent, notamment à cause de l'eau contaminée. À ces horreurs s'ajoute l'effondrement des structures sanitaires. 84% des établissements de santé sont depuis le mois de janvier détruits ou endommagés. Des femmes enceintes sont victimes de malnutrition. Les mères ne peuvent plus allaiter leurs enfants, aggravant la crise nutritionnelle. Le 22 novembre, la Cour pénale internationale a émis 2 mandats d'arrêt à l'encontre de Benjamin Netanyahou, Premier ministre d'Israël, et de son ancien ministre de la Défense pour des faits qualifiés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Ce 5 décembre, Amnesty International a d'ailleurs publié un rapport accablant. Les bombardements systématiques sur des zones densément peuplées, détruisant des quartiers entiers, les destructions délibérées d'hôpitaux, de systèmes d'assainissement et d'accès à l'eau, le blocage de l'aide humanitaire. Depuis le début des bombardements sur la bande de Gaza en octobre 2023, la ville de Paris a marqué son soutien aux populations civiles gazaouis en votant plusieurs aides d'urgence à hauteur de 500 000 €. Dans ce contexte de pénurie d'eau, notre responsabilité est évidemment claire, agir et soutenir. La subvention que nous proposons aujourd'hui permettra à l'ONG Humanité Solidarité Médecine de continuer son action comme elle l'a déjà fait en Syrie dès 2011, mais aussi en Ukraine, et en distribuant 10 000 litres d'eau potable par jour et en répondant aux besoins vitaux d'environ 3 000 déplacés. Comme de plus en plus d'ailleurs d'Israéliens qui manifestent dans leur pays contre cette dérive autoritaire et guerrière de leur gouvernement. Donc nous restons aux côtés des Palestiniens de Gaza qui subissent de la part de Netanyahou des attaques meurtrières. Mes chers collègues, je vous invite à travers cette délibération à réaffirmer notre solidarité, notre fraternité afin de permettre à l'association Humanité, Solidarité, Médecine de poursuivre son action humanitaire qui est vraiment aujourd'hui essentielle à Gaza. Je vous remercie. Le conflit israélo-palestinien suscite de vives réactions dans nos rangs. Lors du dernier conseil, M. Govsian, qui est présent ici, a ainsi exprimé son émotion envers un collègue qui avait évoqué la possibilité de génocide à Gaza, rapportant sa propre histoire, celle d'un peuple meurtri par un génocide des Arméniens. Devant tant de souffrances, de douleurs, il est difficile de ne pas être affecté, de pleurer la mort de tous ces innocentes et innocents. Nous, écologistes, nous ne hiérarchisons pas les souffrances et les douleurs. Tout génocide, tout crime de masse doit être condamné. L'armée israélienne a engagé une offensive militaire des plus meurtrières de ce siècle. Selon la revue scientifique à comité de lecture The Lancet, dans un article publié le 10 juillet 2024 intitulé, je traduis en français, « Compter le nombre de morts à Gaza, difficile mais essentiel », l'estimation du nombre de morts est de 180 000 personnes. Depuis, la situation s'est dégradée. La presque totalité de la population gazaoui, 2 millions de personnes, a été déplacée. Il est normal que les Palestiniennes et Palestiniens craignent une nouvelle Nakba. Concernant l'accusation de génocide, je ne suis pas historien ou juriste pour juger la qualification, mais comme politique, je peux juger les intentions génocidaires dans les propos suivants. Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, a déclaré « Pas de demi-mesure ». Rafah, Der al-Balala, Nuzerat, annihilation totale. Tu effaceras le souvenir du peuple d'Amalek de tous les cieux. La ministre de l'Égalité sociale d'Israël, Maï Golan, a déclaré « Nous les frapperons là où ça fait mal. Quiconque utilise son terrain pour planifier un nouvel holocauste recevra de nous, avec l'aide de Dieu, une autre Dabka dont il racontera le récit à ses enfants et les petits-enfants pendant les 50 prochaines années. » Pour compléter ces propos, je vous conseille de lire le dernier rapport d'Amnesty International. On a l'impression d'être des sous-humains, le génocide des Palestiniens et Palestiniens commis par Israël à Gaza, et de regarder les vidéos associées. Ces discours messianiques ne sont pas nouveaux et nous les retrouvons dans toutes les religions du grand livre. Mais ici, ce sont des ministres du gouvernement Netanyahou. Il est toujours dangereux d'invoquer des discours religieux pour justifier des récits politiques. Heureusement, d'autres discours sont mobilisables. Les enfants d'Abraham pour les juifs et les chrétiens, ou d'Ibrahim pour les musulmans, sont issus de la même matrice et il ne faut jamais l'oublier.
continue à se disputer qu'un sacrifie indéfiniment son frère Abel. Ceux qui ont des certitudes dans ces telles circonstances, j'ai beaucoup d'inquiétude pour eux. Le doute est toujours très important. Et sans être pédant, il faut toujours relire et relire le passé, notamment la banalité du mal d'Hannah Arendt, de revoir les expériences de Milgram, qui, essayant de comprendre comment le peuple allemand a pu arriver à une telle situation, donc, a fait des expériences et il arrive malheureusement à démontrer la soumission naturelle à l'autorité. Alors, il y a quand même un aspect positif dans Milgram, c'est qu'il y a aussi toujours des gens qui résistent et qui refusent cette soumission à l'autorité. Aujourd'hui donc, j'espère que la ville de Paris, ce sera notre vœu suivant, votera donc notre vœu qui enfin donc honoreront donc tous les personnes mortes. On a déjà honoré donc les martyrs du 7 octobre. Maintenant, il faut le faire aussi pour les gens de Gaza et les gens du Liban. Il y a 800